Bonjour, chers amis. L'émission Préparer le futur africain afin d'éviter les déboires du passé est une émission de culture. Une émission qui propose, qui fait avancer ce que j'appelle ceux qui veulent vraiment bâtir l'Afrique moderne, l'Afrique forte, l'Afrique qui sait se faire respecter et se faire entendre. Aujourd'hui, c'est avec vraiment un immense honneur, beaucoup de joie, que nous recevons quelqu'un qui fait beaucoup en matière de communication. Vous savez, la guerre de communication est une guerre terrible. Et l'Afrique, malheureusement, n'est pas bien outillée pour faire face. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons le meilleur représentant de la presse à la fois ivoirienne et panafricaine, en la personne du président Alafé Ouattili. Président, bonjour. Bonjour, M. Camara. Nous autres doyens, nous sommes fiers quand nous voyons un jeune comme vous faire du bon boulot sur le terrain. Vous nous avez reçus, Laetitia et moi, dans Abidjan Forum Média, qui a été un grand succès. Et c'est le lieu de le dire. Votre contribution à l'apaisement, au dialogue entre Ivoiriens, par la presse, par ce que j'appelle la télévision, votre contribution a été très importante. Et tout s'est très bien passé. La Côte d'Ivoire vous a écouté les journalistes, a écouté les communicateurs, a écouté les hommes politiques, les chefs religieux, la jeunesse. Et l'élection s'est très bien passée. Alafé, merci pour tout ce que vous avez fait pour la Côte d'Ivoire. Je vous en prie. Et ce qui est très bien, c'est que vous êtes un garçon visionnaire. Et j'ai toujours dit, nous aussi, quand on était avec les Cheikh Anta Diop et autres, les visionnaires, nous devons pratiquement les soutenir, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit. Alors, comment vous avez fait, par quelle magie vous avez pu faire pour que cette élection du mois d'octobre dernier, que ça se passe très bien, alors que les gens voulaient nous faire croire que la Côte d'Ivoire va être à feu et à sang. D'abord, comment vous vous êtes pris? Que s'est-il passé? Quelle magie? Oui, non, je vous remercie pour vos gentils et bons mots. Non, il n'y a pas eu de magie, il n'y a pas eu de recette miracle. Il y a eu une foi en la capacité du peuple ivoirien à se surpasser. J'ai fait le pari pascalien. Je fais le pari que Dieu existe. S'il existe, tant mieux. S'il n'existe pas, je n'aurais rien perdu d'avoir cru qu'il existait. J'ai fait le pari que ça va bien se passer et que ça va pas mal se passer. Et si ça se passait bien, tant mieux, j'aurais fait le pari que ça s'est bien passé. Si ça se passait mal, on ne va pas me mettre en prison, on ne va pas me condamner pour avoir espéré que ça se passe bien et que ça ne se passe pas mal. C'est ça la magie, c'est ça le secret. J'ai fait le pari que ça va bien se passer. D'autres faisaient le pari que ça va mal se passer. En faisant le pari que ça va mal se passer, peut-être ils souhaitaient que ça se passe mal. Moi, je faisais le pari que ça va bien se passer. Et ça s'est bien passé. Et j'ai fait confiance en la maturité du peuple de Côte d'Ivoire. J'ai fait confiance en la maturité des acteurs politiques. Et vous avez vu, si ça se passe bien, c'est vrai, c'est le président Ouattara qui a été vigilant, c'est l'armée qui est vigilante et professionnelle, mais c'est aussi la classe politique, quoi qu'on dise, celle qui voulait mélanger, qui a compris à un moment que ça ne pouvait pas marcher, qu'il fallait s'arrêter. Donc c'est tout le monde qu'il faut féliciter. Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam, Afinguessan, à côté de Don Melo qui a été candidat, à côté de Billon qui a été candidat, à côté de Henriette Lagou qui a été candidate, à côté de Simone Gbagbo qui a été candidate, que je voudrais féliciter. Donc je voudrais saluer l'engagement pour l'état des droits et la démocratie, parce que leur candidature a beaucoup contribué à apaiser cet environnement politique, mais même ceux qui n'ont pas été candidats, qui ont voulu tout bloquer, qui ont voulu tout mélanger, au fond, ils aiment la Côte d'Ivoire. Leur intention n'était pas de tout mélanger, donc à un certain moment, ils ont arrêté. Il y a un groupe qui va aux élections législatives, c'est tout ça la magie. Il y a le PPACI qui est encore pas prêt, mécontent, qui voulait un report. C'est tout ça la magie ivoirienne. C'est tout ça la Côte d'Ivoire. Cette magie-là, c'est l'effort des uns et des autres. Ce n'est pas nous, notre recette miracle. C'est d'abord notre foi. C'est aussi
tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes, chacun ayant à sa manière joué son rôle pour que ça ne dérape pas et que ça se passe bien jusqu'à présent avec le soutien de Dieu. Laetitia va poser une question, d'abord parce qu'elle était très contente. C'était la première fois qu'elle mettait les pieds en Côte d'Ivoire. Elle a été émerveillée. Alors Laetitia, tu poses des questions. Merci beaucoup, Lanciné. Merci déjà, elle a fait de nous avoir reçus à cette édition. Ce qui était édifiant, c'était de voir que parmi l'audience, effectivement, il y avait l'intergénéralité était représentée, parce qu'il y avait autant de jeunes que de doyens et un peu dans tous les domaines. Maintenant, la question se place un peu sur la question de la femme, puisque c'est un sujet qui devient de plus en plus d'actualité, à savoir est-ce un sujet tendance ou vraiment un sujet de fond. Et lorsqu'on regarde un petit peu la toile politique, donc vous les avez cités, les acteurs qui ont contribué à la réussite de l'apaisement, la place féminine est encore très, très faible. Donc ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, même en Côte d'Ivoire, par rapport à la place de la femme, est-ce qu'on observe un engouement un peu plus accru? Est-ce que la place de la femme est toujours invisibilisée ou y a-t-il un changement et même des réflexions dans ce cadre? Et que pouvez-vous nous donner comme observation? Non, il n'y a pas de changement, hein, ça n'a pas changé et c'est peut-être une épine. Une épine et peut-être comme d'autres pensent, plus il y aura des femmes, moins peut-être il y aura des tensions et des dangers dans la vie politique. Plus il y aura des femmes, moins il y aura des dangers. En tout cas, les choses n'ont pas évolué en deux scrutins. Aujourd'hui, nous partons bientôt aux élections législatives et il n'y a pas 15% de candidates femmes. Dans la législature qui finit, c'est à peu près la même proportion. Sinon même plus que maintenant. Voyez-vous, à qui la faute? Il y a un effort qui est fait. D'abord, la Constitution demande d'assurer l'égalité. Il y a aussi le code électoral qui impose un quota de 30% dans les candidatures à liste. C'est-à-dire que si l'on a une liste de 6 candidats, il faut 30% de femmes, donc 2 femmes sur 6. Si c'est 3, une femme sur 3. Si c'est 4, en général, une femme sur 4, ça fait 25%. Absolument. Comme on ne peut pas découper un homme ou une femme pour faire 30%, quand c'est 4, ça fait une femme. Ils ne font pas l'effort. Bon, quelques-uns font l'effort de faire 2-2. De faire 2-2, ce qui fait 50%. Ou même au niveau des 6, il y en a qui font l'effort de faire 3-3. Donc, voici les seuls efforts qu'ils font. En dehors de cela, de cette obligation de la loi qui dit que si le genre n'est pas respecté dans les élections à la candidature est rejetée. En dehors de cela, aucun autre effort n'est fait ailleurs. Quand c'est un homme seul, il n'y a pas de liste, en général, aucun effort n'est fait. Moi, je pense que les 30% doivent être, il faut d'abord évoluer avant d'arriver à 50%, surtout, toute liste confondue, hein, candidature individuelle ou en liste, il faut arriver à 50%, mais en attendant, il faut 30% sur toutes les candidatures. C'est-à-dire, si un parti politique a 255 candidats, comme chez nous, on doit avoir 30% de femmes aujourd'hui. Donc, 30% de femmes dans le contexte actuel, ça nous aurait donné 80 comme ça. Oui, ou 85 par là. Voilà, on aurait eu à peu près 83. Au lieu actuellement de 30, 40 par parti, 30, 40 femmes sur les 255 du RHDP. Tous les partis devraient faire 30% en liste et hors liste. On aurait eu à peu près 80 à 85 femmes candidates et plus de chances pour les femmes de devenir députées. Si on a ça dans tous les partis politiques. Et aujourd'hui, sur l'ensemble des candidats, on a 1100 candidats, nous avons à peine 150 femmes. Mais justement, la question se pose aujourd'hui, quelles sont les actions concrètes qui sont faites et appliquées pour
inciter les femmes à plus hisser leur voix dans ce domaine-là? On a vu que, bon, vous avez rassemblé la presse justement pour montrer l'impact que la presse peut avoir justement dans les élections. Mais dans ce cadre, est-ce que la presse aussi peut avoir un impact influent, impactant à éveiller les consciences sur la place que les femmes ont, sans que ce soit aussi un point qui rentre un peu dans l'effet justement des tendances et que certaines se disent, oui, on nous considère parce qu'aujourd'hui, il y a cette histoire de quota. Donc, comment pallier à cet amalgame qui peut être assez rapidement fait? Bon, ce que moi, et comment la presse peut aider dans ce Ce que moi cadre? je dis, c'est qu'il faut d'abord que les femmes prennent leur place de plus en plus, leurs femmes dans tous les secteurs. Pas seulement dans la politique, partout. Dans le sport, dans la culture, dans la littérature, dans l'économie, partout la femme doit être présente. Plus elle sera présente dans tous les secteurs, plus elle sera également présente dans la politique. Tout est lié. Parce que, après tout, ça ne sert à rien qu'on ait une femme présidente de la République, qu'on ait une femme premier ministre, qu'on ait beaucoup de femmes ministres, et puis en bas, il n'y a plus de femmes. Donc, c'est partout en même temps qu'il faut faire, et non se focaliser uniquement sur la politique. Dans le sport, dans la culture, dans l'économie, dans le social, dans l'agriculture, dans l'industrie, partout, les femmes doivent prendre leur place et investir tous les secteurs. Lorsque elles auront pris leur place dans tous les secteurs, naturellement, le reste suivra en politique. Autrement, les choses risquent de se faire sans effet. Il y a on aura peut-être des femmes présidentes, on aura des quotas. Et puis, bon, après, les gens, souvent, quand vous demandez à des acteurs politiques, ils disent que, bon, les femmes ne semblent pas être intéressées. Ça aussi, c'est un débat. Il faut poser la question sur la place publique, interpeller les femmes, les inviter à venir et puis voir comment ça peut faire en sensibilisant les hommes pour leur dire n'ayez pas peur de laisser vos femmes prendre le devant dans les associations de quartier, dans les syndicats de copropriété, dans les cités, dans les clubs de football, dans les clubs littéraires, dans les clubs de basket, dans les ONG. Les femmes doivent jouer le rôle qui est le leur, être présentes, être actives, militer partout. Et puis, après, la politique viendra. Elles pourront être députées, ministres, maires, président de la République ou autres. Mais tout commence à la base. C'est ce travail-là qui doit être fait par les uns et les autres, par les femmes elles-mêmes, par chacune des femmes, tout comme aussi par les hommes. Alors, la promotion des jeunes, j'espère que ce 4e mandat sera placé sous le signe de la promotion des jeunes Africains, particulièrement des jeunes Ivoiriens. C'est capital. Vous n'êtes pas sans savoir que jusqu'ici, nos jeunes s'en vont. Ils quittent le Sénégal, ils quittent la Guinée, ils quittent le Nigeria, ils fuient nos pays. Je pense que le président Ouattara, qui est très éclairé, va placer son 4e mandat sous le signe de cette promotion réelle, palpable, et de faire en sorte que les jeunes Ivoiriens, enfin, restent à Bouaké, restent à Daloa, restent à Gagnoa, restent à Abidjan. Et est-ce qu'on peut espérer effectivement cette promotion de la jeunesse ivoirienne en 2025-2026? Oui, on peut l'espérer, tout comme on l'espère depuis longtemps. Ce n'est pas une préoccupation nouvelle, hein, c'est une préoccupation au cœur de l'action du président de la République et puis d'autres acteurs. Voyez-vous, il y a eu cette affaire de Libye, de l'esclavage. Vous avez vu les artistes monter au créneau, mais l'Union africaine et aussi le président Alassane Ouattara a donné de la voix pour dénoncer le sort qui était fait aux jeunes Africains. Et des initiatives sont prises depuis longtemps. La Côte d'Ivoire est un pays d'environ 30 millions d'habitants en interne. Nous sommes 30 millions d'habitants qui vivons dans le pays. L'exode massif dont on parle, le départ massif dont on parle, je ne vois pas dans quelle proportion il est massif, mais il est évident que même quand un part, il y a un problème. Ouais. Maintenant, sur les 30 millions, ceux qui partent par an, peut-être 5 000, 10 000, c'est beaucoup. Hein? Même un, c'est beaucoup. Absolument. Mais il est évident que, même quand c'est meilleur, il y a des gens, regardez ceux qui partent au Canada, pas en Europe. Ceux qui partent au Canada, aux États-Unis, dans ces nouveaux pays-là, souvent, c'est des hauts cadres. Ils économisent plein d'argent. Ils font la loterie, là, Amérique ou Canada, c'est des hauts cadres. Mais ils vont dans ces pays. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de bonne situation au pays, mais ils veulent mieux. Donc, c'est des gens hautement qualifiés. Et à côté de ce
type de départ-là, d'émigration, dit-on, Oui. à côté de ce type d'exode, de fuite de cerveau, il y a peut-être les gros bras, mais ce n'est pas souvent aussi des gros bras des gens désœuvrés. Et voyez-vous, ils économisent, ils se privent de beaucoup de choses. Et quand ils prennent la mer et le désert, quelquefois ils partent avec des millions. Ils partent avec de l'argent qui peuvent les aider à entreprendre dans le pays. Et ils ont des parents qui cotisent pour eux, pour les mettre dans ça et puis partir. Pourquoi au bout, quand on arrive en Europe, pour gagner quoi? 2 000 euros par mois? Faire 4 ou 5 boulots pour avoir 5 000 euros par mois? C'est-à-dire 2 ou 3 millions de francs CFA, vivre ici, se priver de tout. Et puis, peut-être c'est mieux, peut-être économiser 2 000 euros par mois. Dans l'année, ça te fait 24 000 euros. Au taux de la Côte d'Ivoire, ça fait peut-être 15 millions. Bon, est-ce que ce Je travail-là, comprends. cette souffrance en Europe, là, pousser la charrette, faire 2 boulots, être tâcheron de maçon en Côte d'Ivoire, cette souffrance dans le travail, ils ne peuvent pas faire ça en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de boulot pour faire ça. Être boueur, aller prendre les poubelles, les ramasser, ce qu'ils font ici. Vous avez filles, créer des boulots nouveaux, être servante de gens à Abidjan. On peut faire ça et puis se professionnaliser, gagner de plus en plus, économiser et puis vivre avec. Donc, il ne faut pas faire croire que nous sommes dans une misère abondante qui fait fuir les gens. Les gens ont des rêves, ils ont envie de vie meilleure, ils sont dans un environnement où ils ont des complexes, ils ont une dignité, ils n'ont pas envie de faire certains boulots là-bas, et quand ils vont ailleurs, ils font ce boulot. Ça arrive à tous les pays. Il y a des gens dans leur propre pays, ils disent non, moi faire ça, je ne peux pas, mais à l'étranger, ils le font. Et puis bon, ça arrive à tout le monde. Cela dit, il faut de plus en plus de politique pour les jeunes. Il faut, je ne sais pas si c'est possible, mais nous, aujourd'hui, voyez-vous, moi, il y a 30 ans, mon premier réflexe, quand j'avais ma licence, n'a jamais été d'entrer à la fonction publique. Ça ne m'a jamais intéressé d'être fonctionnaire. Jamais. Aujourd'hui, ça court pour faire les concours parce que peut-être la fonction publique a été révalorisée. Moi, je n'ai aucun complexe de n'avoir pas été fonctionnaire, d'avoir pas été dans la fonction publique, d'être resté dans mon mood, dans mon privé. Je finis mes études, ma passion est d'être journaliste. Je trouve une opportunité, je suis journaliste, j'y vais. 30 ans après, je suis dedans et je ne suis pas malheureux. Et je n'ai aucune envie pour quiconque. Donc, je ne sais pas si notre période était une période d'insouciance, mais l'État a créé les conditions. Je suis allé à l'école, j'ai fait ma formation, j'ai fini une partie de mes études, j'avais une ambition, être journaliste. Je suis entré dans le privé. Qu'est-ce que l'État a fait pour moi à part créer les conditions? Et puis après, j'ai développé mon business. Non seulement... Et c'est ces mêmes conditions qu'on demande pour les jeunes, en même temps que les jeunes soient conscients de leurs capacités et des ambitions et des rêves et qu'ils les construisent en profitant des opportunités qui s'offrent à eux. Il en existe toujours. Et pendant que moi, je faisais mon parcours, on a d'autres qui sont entrés dans la fonction publique, qui ont embrassé la carrière d'enseignant. C'est des professeurs titulaires d'université. Ils sont fiers de l'être. Ils servent la Côte d'Ivoire à leur manière, avec leur traitement. Il y en a qui sont des enseignants, des instituteurs. Il y en a qui sont policiers, d'autres sont magistrats. Et chacun a fait son parcours. Aujourd'hui, les mêmes opportunités existent et je pense devraient davantage exister pour les jeunes, pour les uns et les autres. Et il faut pouvoir en tirer profit. Je vous félicite d'être un excellent journaliste et c'est pourquoi je vais poser la question suivante. Est-ce que ce 4e mandat du président peut aussi aller vers beaucoup plus d'entente et de fraternité avec les pays voisins, avec le Mali, avec le Niger, avec le Burkina Faso? Je pose la question aux journalistes que vous êtes. Vous pouvez répondre comme vous ne pouvez pas répondre. Je pense que ce 4e mandat peut être ce que j'appelle le moteur même du rayonnement régional à travers quelqu'un qui a été réélu pour 4 fois et faire en sorte que, comme le jeune Sanko Ousmane l'a fait, a été, à un moment donné, je le répète, voir ses aînés en disant, voilà, on n'a pas les mêmes visions, on n'a peut-être pas les mêmes politiques,
Mais l'Afrique doit être au-dessus de tout. La Côte d'Ivoire doit être au-dessus de tout. Donc, je viens vous voir, me gêner pour que, voilà, qu'on trouve des terrains d'entente. Est-ce que ce quatrième mandat du président de la République peut être dans ce domaine-là précisément, beaucoup plus de consolidation de l'unité régionale, est-ce qu'on peut en parler et on peut en rêver? Oui, on peut en parler, on peut en rêver. Maintenant, bon, vous savez, premier mandat, deuxième, troisième, quatrième, un mandat reste un mandat. Je comprends que ça peut faire plaisir d'insister sur le fait que c'est le quatrième, mais c'est vrai. C'est le deuxième de la Troisième République, c'est le quatrième de la vie du président Ouattara. Chacun prend ce qu'il arrange, sinon c'est un mandat comme tout autre. Cela dit, si le président syrien a été reçu à la Maison-Blanche, si le président Macron est au Gabon, pourquoi, qu'est-ce que le président Ouattara a à foutre avec des conflits avec ses voisins? Si eux, ils sont disposés à avoir de bonnes relations avec nous, il n'y a pas de problème. Vous savez, chacun mange son totem, chacun, les uns et les uns oublient les principes. Un signal, sinon la Côte d'Ivoire et le Burkina, les frontières sont ouvertes, les commerces se font, les transactions d'argent se font, ils ont toujours le CFA, nous on a le CFA, les populations vont et viennent. Quel est le problème? Que les deux présidents ne se parlent pas tous les jours, mais ils ne sont pas camarades. Les pays fonctionnent, les intérêts des pays sont au-dessus, donc ça tourne. Business as usual, dit-on. Les affaires sont les affaires, ça tourne. Donc quel est le problème? Avec le Mali, pareil, le Niger, c'est peut-être un peu plus renforcé. Le Premier ministre vient, les officiels vont et viennent, des rencontres se font. La Guinée, le Guinéen est venu à Abidjan. La Côte d'Ivoire part là-bas. Le Premier ministre de Côte d'Ivoire est allé à Simandou dernièrement pour l'inauguration. Le Gabon, il a annoncé à l'investiture, lui et le président se voient. Donc, la Côte d'Ivoire n'a aucun problème avec le Mali. Il y a eu des divergences, des postures à un moment. Et le coup d'État, on ne le soutient pas. On estime que ce n'est pas la solution. Hein? Et on estime, comme vous l'avez dit, que ce qui s'est passé au Sénégal, les changements de pouvoir, c'est possible par la démocratie et les urnes. Donc, il y a un coup d'État, bon, on dit non, l'Union africaine dit non, la CEDEAO dit non, tout le monde dit non. Et des mesures sont prises. Et les gens prennent des engagements qu'ils ne les tiennent pas. Il est important de leur rappeler pour dire non, il faut le tenir. Maintenant, à un moment donné, chacun met de l'eau dans son yamankoudi ou refroidit son cœur, là, son thé, là, et puis la vie continue. La vie continue. Voilà, la vie continue. Donc, nous, le président Ouattara l'a dit d'ailleurs, lorsqu'il recevait la presse à la veille de la clôture de l'élection, il a dit deux choses importantes. La transmission générationnelle, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour les jeunes dans la vie, les actions pour les jeunes, l'emploi, l'insertion des jeunes, l'autonomisation des jeunes et des femmes, et l'assistance et l'appui aux pays voisins qui sont en proie au djihadisme. Parce que si il tombe, si le djihadisme prend pied là-bas, nous aussi nous restons menacés. Et devant la presse nationale et internationale, le président de la République a tenu ce message-là. Il a donné cette orientation, laissant entendre que vraiment, il n'a pas de problème à avoir des relations apaisées. D'ailleurs, on a des relations normales, diplomatiques avec ces pays-là, qui n'ont vraiment aucun problème à renforcer cela sur la base de ce qu'il y a une réciprocité et que eux non plus n'ont pas d'a priori à notre égard par rapport au passé. On fait table rase, on avance dans l'intérêt de nos pays pour consolider les relations économiques, sociales et culturelles qui existent déjà. C'est fort. Maintenant, si au niveau diplomatique et au niveau du téléphone permanent entre les chefs d'État, aller à Bamako, Ouaga, Niamey tous les jours, matin, midi, soir, entre les chefs d'État, bon, ça là, c'est secondaire par rapport aux intérêts de nos pays qu'on doit mettre en avant et qui guide l'attitude aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. Vis-à-vis de ces pays, nous n'avons aucun problème. La preuve, je terminais là-dessus, le président Alassane Ouattara et le président Macky Sall, ils étaient close. Peut-être le président Diomaye et Sonko, comme vous dites, ils n'ont pas d'affinité particulière avec Alassane Ouattara. Mais la Côte d'Ivoire et le Sénégal, toujours close. Parce qu'Alassane Ouattara, il a passé de longues années de sa carrière à Dakar, il se sent un peu sénégalais, il n'a aucun problème avec le Sénégal. Macky Sall n'est plus aujourd'hui président, Diomaye est là, Sonko est là, mais il n'a aucun problème. Donc ça lui pose quel problème au fond, après les principes, les palabres?
du non au coup d'État, que les Maliens acceptent Goïta à leur tête, que les Burkinabés acceptent Ibeka à leur tête, que Tiani soit au pouvoir en Guinée, que Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya. C'est pas son problème. C'est pour les Guinéens, les Gabonais, les Maliens. C'est pas le problème d'Alassane Ouattara. Donc il n'est pas dans ces combats-là. À un moment donné, ça passe quoi. Ouais. Tout comme les Ivoiriens ont accepté Alassane Ouattara, eux, les autres chefs d'État, ils n'ont rien à voir dedans. Chacun reste dans son coin et puis on avance dans l'intérêt de nos pays. Non, et puis, Président, c'est très bien. Nous aussi, on est totalement contre les coups d'État militaires. Je le dis tout de suite ici, avec toutes les précautions de langage et de l'intelligence. Nous sommes totalement contre les coups d'État. Surtout quand ça ne fait pas avancer le pays. C'est très important. Moi, j'avais voulu, dès qu'ils sont arrivés, les militaires au pouvoir, que ces pays soient sécurisés, que le Mali soit sécurisé, que le Niger soit sécurisé. Oh non, c'était pratiquement un vœu. Et on pensait qu'ils ont compris que ce sont nos Napoléons, nos militaires, Charles de Gaulle, chacun à sa manière, et que nos pays allaient être sécurisés, stabilisés, et que le développement économique allait suivre. Malheureusement, et soyons sérieux, ce n'est pas le cas. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut avoir la sagesse de dire qu'il faut des élections libres et transparentes. C'est-à-dire que, je le redis, Amadou Toumani Touré, le Malien, quand il a fait son coup d'État, il nous a consultés. Je viens de prendre le pouvoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on lui a dit, moi je fais partie de tes aînés, tu n'es pas préparé pour gouverner le Mali, tu fais des élections libres et transparentes, tu reviens après. Tu as le temps de te préparer pour devenir un homme d'État. Il nous a écoutés et ça s'est très bien passé. Les 2 mandats d'Amadou Toumani Touré, que les gens disent quoi que ce soit, ce sont 2 mandats qui ont permis au Mali d'émerger. Le Mali était devenu un pays fréquentable. Il a été victime d'un des coups d'État les plus bêtes au monde. Les plus comme bêtes au s'il y monde. avait des coups d'État intelligents et justes. Eh bien voilà. Donc nous sommes totalement contre les coups d'État, mais ceux qui font les coups d'État, il faut qu'ils prouvent qu'ils sont capables de bâtir une nation. C'est capital. On ne fait pas le coup d'État pour se faire plaisir, on fait le coup d'État pour faire avancer. Sinon, ce n'est même pas la peine. Donc nous demandons à nos militaires de revenir à ce que j'appelle la démocratie, sauf s'ils prouvent qu'ils peuvent sécuriser nos pays et qu'ils peuvent faire avancer. Laetitia, jeune fille militante, je dirais, de la plume et de la presse. D'une Afrique souveraine. Mais Bon, alors tout aussi révolté que le doyen révolutionnaire. Mais je dirais pas révolté. Sans répit. Il s'est calmé. Non, je dirais pas révolté, mais c'est juste pour revenir un peu sur les propos, puisque on parlait un peu, enfin moi de ce que j'entends surtout de rôle modèle, pour pallier sur la problématique de la fuite de la fuite des cerveaux, et notamment par la mer. Donc voilà, moi c'est ça ma question. Vu qu'on est dans cette ère de changement, où au final on nous dit que rien ne se crée, tout se transforme, et qu'on est dans cette ère de transformation. Est-ce que la presse n'a pas aussi son rôle à jouer pour montrer cette nouvelle image, justement, ou tout simplement l'évolution de l'image de l'Afrique telle qu'elle est, telle que vous nous l'avez décrit en disant que ce qu'on trouve ailleurs, on l'a aussi ici. Mais est-ce que ce n'est pas aussi le moment de mettre un peu en lumière les rôles modèles, mais des rôles modèles qui se rapprochent un peu plus de la population, on va parler de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, mais ivoirienne, et voilà, de mettre en lumière que dans nos pays, on a ces acteurs, ces actrices qui ont leur expérience, mais qui aujourd'hui peuvent faire écho de rôle modèle et montrer justement que c'est possible aussi d'être à leur tour un rôle modèle. Mais est-ce que la presse, dans ce cadre, n'a pas son rôle à jouer, au-delà de parler des chefs d'État ou des gouvernements ou autres? Est-ce que ce n'est pas le rôle de la presse aussi, surtout dans cette ère de l'intelligence artificielle, du digital qu'on est en train de vivre? Mais si, c'est le rôle de la presse et la presse joue son rôle. La presse joue son rôle, la presse rend compte des activités des jeunes, des femmes, la presse rend compte de ce qui se fait, essaie de mettre en lumière des modèles, des valeurs, des succès, faire ressortir les difficultés. La presse joue son rôle. Peut-être qu'il faudra l'aider à le faire davantage dans le cas ivoirien africain en la dotant de plus de moyens
pour investiguer, pour assurer elle-même sa propre indépendance et sa propre viabilité, parce que la presse a des difficultés. Nous, à notre niveau, nous essayons d'entreprendre, de prendre des initiatives et d'être présents, mais je vous avoue que ce n'est pas facile. Nous travaillons, nous y travaillons. Vous avez raison, oui, la presse a sa part de responsabilité. Elle doit faire plus, mais déjà, elle joue son rôle et il faudra rester vigilant dans ce sens. C'est pour ça, d'ailleurs, que nous avons été heureux et fiers d'intégrer un programme de certification avec Reporters sans frontières pour restaurer la confiance dans la pratique du journalisme en étant transparent. Nous avons souscrit à cette procédure de transparence. Nous y sommes parvenus et nous invitons l'ensemble des médias à le faire, tout en lançant un appel au pouvoir public de faire plus d'efforts. Des efforts sont déjà faits, nous, à notre niveau, mais de faire plus d'efforts pour soutenir notre enthousiasme et notre dynamisme et renforcer notre capacité à aborder avec indépendance, objectivité et avec aussi rigueur, courage et audace les questions fondamentales de l'Afrique, les questions fondamentales de la Côte d'Ivoire qui ne sont pas que des questions politiques, des questions de société, des questions économiques, des décryptages à faire sur la situation économique, les budgets de l'État de Côte d'Ivoire à expliquer, à s'approprier et à aider les populations à se les approprier, des programmes à faire. Mais nous avons un budget de 17 000 milliards, de gros papiers, des thématiques importantes, 500 à 1000 pages. Mais il faut le décortiquer, il faut l'expliquer en détail. Il faut montrer à chaque citoyen, comme les gens essaient de le faire en Europe, que quand l'État gagne 1 franc, voici là où il part. Voici pourquoi on fait telle ou telle chose. Et que quand on a consenti tel impôt, il y a eu telle ressource, etc. Voici comment c'est fait. Et éviter de tomber dans les raccourcis qui parlent de rupture de confiance, tendant à donner l'impression aux citoyens que les politiciens sont tous des voleurs, des bandits à col blanc qui pillent leurs ressources et qui ne servent à rien. C'est des acteurs publics et politiques, des citoyens souvent évolués qui ne font pas l'effort de regarder les documents, qui participent à la décrédibilisation de la vie publique et politique. Parce qu'en réalité, les populations, qu'on dit désintéressées de la politique, elles accourent vers les politiques, elles viennent vers les autorités, elles vont vers l'État. Elles ont besoin d'État parce qu'elles savent qu'un commissariat sert à quelque chose, une école sert à quelque chose, un hôpital sert à quelque chose, une sous-préfecture sert à quelque chose pour avoir des papiers, une route sert à quelque chose, l'électricité sert à quelque chose, l'eau sert à quelque chose. L'État qui bâtit tout ça. Et après, il faut payer. Donc, les populations savent qu'il y a un besoin d'État et un besoin d'agents de l'État, mais en même temps un besoin d'acteurs politiques à la tête de ces États-là pour entreprendre des politiques publiques. Les populations ont un besoin d'État et d'acteurs publics et aussi politiques. Mais alors, pourquoi passer son temps à discréditer les institutions et espérer que les populations aient confiance en les hommes qui les incarnent, alors que les populations ont besoin de l'État en ce que l'État bâtit et c'est le seul qui a les ressources pour travailler pour la collectivité. Certes, le privé pousse la croissance, mais le privé, il veut gagner de l'argent. L'État ne cherche pas à gagner de l'argent quand il bâtit une route, quand il construit un hôpital, quand il construit des écoles, quand il met l'eau et l'électricité. Ce n'est pas le bénéfice absolu qui l'importe, c'est le bien-être des populations. Donc, il faut travailler à démocratiser, à sensibiliser davantage l'accès à la connaissance, aux informations publiques, et la presse est là pour ça. Président, Oui. ça tombe bien. Voilà une très bonne question. Ce n'est pas le fauteuil blanc de Ben Moro. Ici, on reçoit Le quelqu'un qui a fauteuil est été... blanc pourtant. Non, vous avez été l'un des bras droits de Ben Moro quand il y avait le fauteuil blanc. Alors la question, elle est simple. Est-ce qu'on peut maintenant espérer qu'après l'investiture du 8 décembre prochain, que le président va faire ce qu'on appelle un gouvernement d'ouverture? Je vois même, on voit Simone Babo, si elle veut, entrer dans le gouvernement parce qu'elle a donné ce qu'elle avait à donner. Elle a, elle aussi, des idées, des propositions. Mais Babo aussi, Laurent Babo, il a des idées, il a des propositions, il a une façon de voir la Côte d'Ivoire. Donc, président, est-ce qu'on peut espérer, dès l'investiture du 8 décembre prochain, voir un gouvernement d'ouverture pour rassembler la Côte d'Ivoire et faire comme en 2025, quand vous avez gagné la CAN. Il faut un gouvernement de CAN en 2000, si c'est possible, président. Alors, qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, ouais, un gouvernement d'ouverture, l'ouverture peut s'exprimer de façon plurielle dans un gouvernement comme dans d'autres institutions. Le gouvernement est un instrument pour créer la décrispation politique, l'ouverture politique, mais il n'y a pas que le gouvernement. Il y a des institutions comme le Conseil économique et social, il y a le Sénat, il y a l'Assemblée nationale, qui sont des espaces de pluralité et d'ouverture aussi. Voilà. Maintenant, la Côte d'Ivoire a connu des gouvernements d'ouverture avec le président Gbagbo. Et puis après les gouvernements d'ouverture avant 2002, la crise, il y a eu après des gouvernements dits de réconciliation nationale. Avant ça, il y a eu gouvernement d'ouverture, c'est-à-dire Gbagbo élu, il fait l'ouverture, il met l'UDPCI de Guy Robert et il met le PDCI de Bédier, de Fologo. Donc ça grince, Bédier rentre au pays, il reprend le contrôle du PDCI après un congrès et l'ouverture se maintient avec toujours le PDCI qui n'est plus dirigé par Fologo, toujours avec l'UDPCI qui avait encore le même leader Gueye avant la rébellion en 2002, et avec le RDR qui entre dans ce gouvernement d'ouverture. Et vous remarquez que cette ouverture de bonne foi de Gbagbo Laurent n'a pas mis le pays à l'abri de l'attaque de septembre 2002. Est-ce que vous voyez? Et après ça, de gouvernement d'ouverture, on passe à des gouvernements de réconciliation nationale qui nous conduisent bon an, mal an à l'accord de Ouaga et à l'élection de 2010. Depuis lors, en 2011, un peu dans cet esprit-là, il y a eu les propositions de l'Union africaine qui demandaient de continuer ce gouvernement de cette nature-là. Mais le camp du président Laurent Gbagbo a refusé et il y a eu la crise, la guerre, les violences et les morts. Et quand le président Ouattara prend le pouvoir, malgré ce contexte-là, il propose quand même une ouverture au FPI dirigé par Mamadou Koulibaly. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils veulent pleurer les victimes, ils veulent penser les plaies, ils ont beaucoup de prisonniers, ils veulent voir clair un peu d'abord avant d'entrer dans un gouvernement de cette nature. À l'époque, en 2000, quand le PDCI entrait dans le premier gouvernement d'ouverture, le RDR a dit la même chose. Donc, 11 ans après, le FPI dit la même chose. Donc, le gouvernement Ouattara qui voulait faire un peu d'ouverture, même si c'était un seul poste ministériel, a-t-on dit après, et que dans le camp, Gbagbo, ça se battait, qui va être ministre, qui va accepter. D'autres disaient non, c'est petit, négocions. Et puis après, il y a un autre groupe qui a dit ça ne sert à rien. Un seul poste, on va gâter notre nom. On va demander plus, ils vont refuser. Et puis on va dire non, on va les accompagner, donc pleurons nos victimes. Calmons-nous, on vient de faire 10 ans au pouvoir d'une manière ou d'une autre. Et puis on a vu ce genre de choses, ça ne produit rien. Et puis bon, Ouattara aussi n'a pas insisté. Et depuis lors, il a continué comme ça. Il fait des ouvertures, il capte. Après le PDCI, il y a eu le RHDP, il prend des gens un à gauche, à droite. Donc l'ouverture aussi peut se faire de cette façon-là. Des gens qui sont pris, étaient en rupture de banc avec leur parti politique, mais qui viennent des gens de la société civile cooptés. À l'origine, ce n'est pas des militants, c'est des cadres brillants qui sont pris parce qu'ils sont de la société civile ou bien c'est des gens de l'administration qui ne sont pas militants. Il y a une ouverture qui se fait vers eux, ils sont pris et puis bon, après, ils deviennent encartés, ils sont cooptés, ils deviennent des acteurs politiques. Mais au départ, le gouvernement a pénétré d'ouverture de cette façon. Mais pour revenir au-delà de l'historique à la question actuelle, est-ce nécessaire, utile qu'on est dans un gouvernement, Simone Gbagbo ou un militant de son parti politique, on est dans un gouvernement Don Melo ou un militant cadre proposé par son parti politique, Bion lui-même ou un proche de Bion, Henriette Lagou un proche d'Henriette Lagou. Vraiment, moi, je dis que c'est au président de la République d'apprécier, au Premier ministre d'apprécier, et aux différents partis politiques ou acteurs politiques d'apprécier. Dans l'absolu, moi, je n'ai rien contre ça. Et au-delà de ces partis politiques qui ne sont pas hostiles, même s'ils sont dans l'opposition, on a des partis opposés, peut-être un peu plus radicaux, comme le PPACI de Laurent Gbagbo, aujourd'hui le FPI, qui avait fait un partenariat avec le RHDP sans entrer au gouvernement, mais ils avaient trouvé des points d'accord, une sorte de politique de partenariat
Donc ça peut exister, mais le FPI, le PDC, le PPACI, quelle ouverture est-il possible entre eux, le RHDP et le gouvernement du président Ouattara? On va observer à partir du 8 octobre comment les tendances vont se faire, mais il y a un élément déterminant et c'est là qui est peut-être dommage, le fait que le PPACI ne participe pas à l'élection législative, parce que ça nous aurait donné aussi un tableau plus ou moins juste, plus ou moins réel de la situation politique, de savoir qui fait quoi, qui pèse quoi. Et il était évident que si l'opposition obtient une majorité parlementaire, le RHDP, le président Ouattara, est obligé d'en tenir compte. Comme en France, quand le président de la République n'a pas la majorité parlementaire, il lui est difficile de gouverner comme il le souhaite. C'est pareil en Côte d'Ivoire. Quoi qu'on dise qu'on a un régime présidentialiste, que le président a tous les pouvoirs, ce n'est pas exact. Si le président n'a pas la majorité, il est obligé de composer avec la majorité, avec une ouverture, une cohabitation, des faits qui s'imposent, parce qu'il ne pourra pas gouverner tout le temps par ordonnance, et l'Assemblée nationale peut prendre des lois qui sont exécutoires, même s'ils ne sont pas promulgués par le président de la République. Donc quand tu n'as pas la majorité à l'Assemblée nationale peut prendre des lois que toi, président de la République, tu vas appliquer, même si tu n'es pas content, et qui vont s'appliquer, qui sont applicables par tout le monde. Donc, l'ouverture dépendra de tout cela, puisque un nouveau gouvernement interviendra certainement, sauf urgence, sauf extraordinaire, un nouveau gouvernement interviendra en janvier, après la mise en place de la prochaine Assemblée nationale, à la suite des résultats de l'élection législative, qui pourront redistribuer un peu les cartes. S'il y a beaucoup de surprises, le président de la République tiendra compte certainement de ce que le peuple a exprimé comme volonté, au-delà de l'élection présidentielle, à travers les législatives, aussi bien dans son camp que par rapport aux partis qui vont y participer. C'est tellement clair ce que vous dites. Nous arrivons vers la fin de ce débat. Laetitia, est-ce que tu as encore une autre question à poser à notre invité? Ma dernière question, conclusion de ce qui vient de dire, c'est est-ce que du coup le climat politique, peut-on dire qu'il est réellement apaisé ou est-il encore un peu fragile par rapport à ce que vous venez d'exposer et le fait que les municipales et législatives aussi sont à venir? Il paraît apaisé, mais on ne peut pas dire qu'il n'est plus fragile. Vous savez, le calme peut précéder la tempête. Maintenant, quand il y a la tempête, on est vigilant et puis on reste vigilant en alerte pour empêcher que la tempête déborde. On était dans la tempête, on était dans la tension et tout le monde a été vigilant, les sens étaient en éveil, on était en alerte et puis on a passé la tempête. Il ne faudrait pas que parce qu'on est sorti de la zone de turbulence et qu'on est dans l'apaisement, on oublie que c'est fini et on continue de dormir les deux yeux totalement fermés en perdant le sens de la vigilance et de l'éveil et de l'alerte. Donc, pour moi, il faut rester toujours vigilant. La tempête est passée, mais le calme peut souvent précéder d'autres tempêtes. Donc, dans le calme, évitons de passer la ligne rouge, évitons de commettre des gaffes de part et d'autre. Et puis, travaillons avec rigueur, travaillons avec prudence, travaillons avec intégrité, travaillons avec le sens de la justice, le respect de l'état des droits et une gouvernance exemplaire à tous les niveaux pour que la tempête ne survienne plus. Et puis, je voudrais lancer un appel que les législatives se passent bien de façon apaisée, d'une part, et d'autre part, qu'après la mise en place de la nouvelle Assemblée nationale, bon, s'il y a une majorité écrasante du parti au pouvoir, bon, il n'y aura pas de grands changements, mais je souhaite vraiment un débat large, un véritable débat en Côte d'Ivoire sur les réformes électorales à faire. Il faut clarifier un certain nombre de choses dans le code électoral. Voyez-vous la question de la révision de la liste électorale? Moi, j'ai discuté avec certains experts, certains acteurs qui disent non, il faut toujours laisser un peu de liberté à l'administration, aux acteurs politiques de s'accorder. Il faut laisser un peu de flou et de liberté. On dit que la révision se fait annuellement. Dans la révision, là, en quoi ça consiste? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Moi, je souhaite qu'on écrive dans la loi
ça se fait en janvier ou bien ça se fait en décembre. On met une date, une période claire. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, tant. Bon, moi, je veux des lois précises désormais. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on renvoie à un décret, il ne faut pas qu'on renvoie à un arrêté, il ne faut pas qu'on renvoie à une décision. La loi doit être claire et claire. Et puis, il y a d'autres choses qu'il faut clarifier, comme par exemple la nationalité, la binationalité, l'article 48. Il ne faut pas laisser quelqu'un avoir 2 nationalités et puis le jour il veut être candidat, on lui dit c'est pas bon. Alors que c'est pas bon tous les jours. Mais on laisse faire tous les jours, c'est le jour il veut être candidat, on dit c'est pas bon. Il faut clarifier la loi. On dit que tous les jours c'est pas bon. Donc quand tu fais ça tous les jours, tu n'es plus ivoirien. N'attendez pas que le jour qu'il veut être candidat, on s'en rend compte. Il faut qu'on clarifie tout ça, qu'on profite de la période qui arrive à partir de l'après-législative de janvier 2026 jusqu'à janvier 2029, un an ou 2 ans avant l'élection prochaine de 2030, pour régler tous les problèmes, pour poser tous les problèmes qui nous ont divisés, pour poser tous les problèmes qui peuvent encore nous diviser et des interprétations pas trop claires entre le Conseil constitutionnel et la Commission électorale indépendante. On dit, mais pour être candidat, il faut avoir 35 ans. Quelqu'un a 25 ans, il va déposer sa candidature. On reçoit ou transfère au Conseil constitutionnel ou bien on dit non. Pour être candidat, il faut avoir 35 ans. Tu as 25 ans. On dit pour être candidat, il faut être ivoirien. Mais on dit non, la CI prend tout et puis elle envoie. Donc si un Burkinabé, si un Sénégalais est candidat et vient donner son dossier, la CI doit prendre et puis aller donner au Conseil constitutionnel. Vraiment, est-ce que c'est normal? Il faut clarifier tout ça. En tout cas, nous arrivons à la fin de ce débat clarificateur, un débat non seulement qui motive les Ivoiriens à aller de l'avant, et je leur fais totalement confiance. Je remercie donc le président Alafé de nous avoir fait l'honneur de venir ici parler de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Nous comptons sur lui et nous disons bravo à ce renouveau ivoirien qui jusqu'ici tient bien. En tout cas, à la presse ivoirienne, nous adressons naturellement nos félicitations parce que sur le terrain, nous avons constaté que Fraternité Matin et beaucoup d'autres publications ont Vous allez les citer tous. Ah, oui, RPI, NCI, Live, Intelligent d'Abidjan, Soir Info. Totalement, je les salue. Le Temps. Absolument, je les salue. Le Matin, l'Avenir. Tout le monde, Abidjan, on vous salue. Merci pour votre soutien. Et nous serons de la part d'Afrique 1 TV, Doyen Camara et de Miss Laetitia. Merci beaucoup et à très bientôt.